Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Comme chaque soir, vous avez la parole jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21 pour témoigner ou pour réagir à une histoire. Vous y serez accueillis par Quentin et Assiba avec la complicité de Raymond. Il prend un petit coup de vieux tout d'un coup, c'est gênant. Non, c'est pas Raymond, c'est Romain. Romain Causer, mais après tout, pourquoi pas, il y a des prénoms anciens qui reviennent à la mode, donc ça le fait rire, c'est l'essentiel. Romain Causer, il faut que je m'habitue, ça change de fifi. Vous voyez comment on prend vite des habitudes. Non, c'est Romain Causer qui réalise l'émission. Et pour réagir à un témoignage, vous pouvez bien sûr appeler le 39 21. Vous pouvez nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou un SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Allez, c'est parti Raymond pour 2 heures de direct. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline Dublanche. Bonsoir. Alors Sylvie, vous aviez arrêté de fumer depuis 2 mois. Voilà. Je dis bon c'est une bonne chose et puis vous avez repris. Oui. Là, vous avez fait une petite rechute. Voilà. En fait, ça fait des années que je fume, j'arrête. Enfin, je fais partie des nombreux fumeurs qui fument mais qui ont envie d'arrêter de fumer. Oui. Et c'est une drôle de bataille. Et là, pour une fois, j'ai arrêté avec un substitut. Et ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a pas empêché là de rechuter. Et je suis retournée chercher un substitut aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prenez comme substitut ? Je peux citer la marque ? Ah non, c'est un médicament ? Non, c'est un patch. Ah, c'est un patch, d'accord. Oui, ouais. Si vous dites un patch, voilà. Oui. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, ça se passait très bien, mais j'ai réduit le dosage, j'ai voulu aller trop vite, je pense, et du coup, j'avais un sentiment de manque permanent, c'était une frustration, enfin... Et en fait, si je vous appelle, c'est parce qu'au-delà de cette dépendance à la nicotine, je me dis, quand j'ai arrêté, donc là, quand je me suis retrouvée en fait en manque parce que les patchs étaient sous-dosés, on va dire, c'est un chamboulement dans la vie qui est tellement fort. Je me dis, ça peut pas être que la nicotine qui crée tout ça, quoi. Enfin... Non, parce que au bout de 2 mois, normalement, les médecins disent que le sevrage à la nicotine se fait finalement assez rapidement. C'est plus après une dépendance d'ordre psychologique. Là, ça fait 15 jours que j'ai repris, que j'étais entre les patchs et la cigarette, et ça va, je me sens très bien, ça va nettement mieux. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai trouvé un équilibre avec le tabac, mais dès que je veux me sortir du tabac, j'en arrive à avoir des envies de mort. Enfin, c'est vraiment très fort. Des envies de mort. Comment ça, des envies de mort ? Des envies suicidaires ? Ah mais ça change complètement ma vie. Je suis moins tentée par les sorties parce que je sais que je vais être tentée. Donc j'ai tendance à m'enfermer et du coup, à déprimer. La vie sans tabac, elle me paraît triste, alors que j'ai envie de me sortir du tabac parce que je sais que je m'intoxique. Ça me paraît complètement paradoxal, en fait. Mmh. Oui, donc vous ne sortir et vous dire que vous allez sortir et ne plus pouvoir fumer, ça n'a pas de sens pour vous, des sorties sans pouvoir fumer. En fait, le premier mois, donc j'ai fait une sortie assez rapidement et comme je sentais que ça se passait bien, j'appréhendais pas trop et en fin de compte, ça a été difficile de voir les fumeurs aller fumer. Il me manquait quelque chose, quoi. Oui.
D'accord, mais bon, parce qu'il faut voir quand même si c'est... Parce que là, quand vous dites des idées de mort, des idées suicidaires, de repli sur soi, il faudrait voir quand même si, au fond, là, le tabac a peut-être bon dos. Est-ce que, au fond, derrière tout ça, il n'y a pas quelque chose de plus profond en vous, parler d'une déprime qui est pas seulement liée au tabac, et que finalement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Bah, Et du coup, ce qui expliquerait qu'effectivement c'est pas le meilleur moment pour vous d'arrêter. Bah, en même temps, ça fait des années que j'essaie d'arrêter et disons qu'avec le tabac j'ai un certain équilibre. Les envies de mort, enfin en même temps, je sais très bien, enfin c'est presque c'est dans l'immédiateté d'un moment où voilà, je ressens un vide, un manque, une frustration, enfin à tel point que enfin c'est pour moi c'est une perte de sens. C'est pas la même chose. Bah moi j'aime la vie, enfin Oui, mais c'est pas la même chose être dans le manque et avoir envie de mourir. Ouais. Être dans le manque, ressentir la frustration, être dans... Vous voyez, et finalement ne plus trouver de sens à rien au point de dire que la vie n'a plus de sens. Ouais. Mais en fait, ça s'est produit durant le mois où j'étais frustrée en manque. J'ai eu des moments, même si je suis pas du tout tentée d'écouter ces pulsions. Et je sais très bien qu'au fond de moi, c'est pas une envie de mort. Enfin, c'est d'ailleurs bizarre de dire envie, mais c'est une pensée à tel point la frustration me remplit, c'est quand même une pensée que j'ai eue, quoi. Mais parce que il y a quelque chose qui vous renvoie au manque, et quelque chose au manque et au vide, et donc à une tristesse, et au fond que vient combler à ce moment-là la cigarette. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui mon interrogation c'est comment on se sort de cette dépendance tabagique quand c'est une béquille qui aide à ce point, en fin de compte. Donc pas par des patchs. Parce que le patch vous apporte une dose de nicotine, mais ne vous permet pas de réfléchir sur cette problématique du manque. C'est-à-dire apporte la nicotine qui vous manque lorsque vous n'absorbez plus la fumée de la cigarette. Mais effectivement, tout ce qui est de l'ordre du manque que vous évoquez, et de ce à quoi ça vous renvoie, de cette tristesse, de cette frustration, de cette perte de sens, ça, vous ne trouverez pas ces réponses-là dans un patch, évidemment. Mais plus peut-être dans une thérapie un peu de soutien, de réfléchir un peu là-dessus. Ben oui, j'ai déjà pas mal réfléchi là-dessus. De quelle façon ? Parce que j'ai des parents qui sont dépendants, donc j'ai toujours eu conscience du problème, quoi. Vos parents sont dépendants, que voulez-vous dire ? Par exemple, ma mère est dépendante à l'alcool depuis que je suis toute petite. Et votre père ? Au travail, entre autres. Ce qui était peut-être pour lui une façon de fuir. Oui, voilà, chacun a trouvé son échappatoire. De fuir finalement ce qui se passait à la maison avec votre mère. Et vous, au milieu ? Justement, comment dire, moi j'ai pas voulu tomber dans une dépendance. Ça m'a toujours fait très peur, et pour autant, je suis dépendante à la nicotine. Ce qui est un moindre mal. Ouais. En soi. Oui, ça me paraît pas grave.
Ça a des conséquences à long terme sur la santé, hein. C'est indéniable. Mais par rapport à ce que vous me décrivez des problèmes là de votre mère. Mais enfin, vous donc enfant, vous avez des frères et sœurs? Oui. On m'avait offert un livre assez intéressant sur les parents toxiques. Et je m'étais bien reconnue, donc j'ai réfléchi déjà par moi-même, pour répondre à votre question sur la notion de manque et sur ce vide, cette tristesse. Dans ce livre, on parle par exemple de schémas, de schémas familiaux dans lesquels on s'inscrit et desquels il est difficile de s'échapper. Donc j'ai toujours cherché à avoir une vie saine et à trouver des clés pour me sentir bien, malgré peut-être un contexte familial un petit peu difficile. Et c'est un long travail. Oui, mais alors vous dites une vie saine. Alors ça paraît tellement effectivement éloigné. On a l'impression comme si pour se libérer de ses dépendances, il fallait avoir une vie saine. Mais les dépendances, on ne choisit pas comme ça. On ne s'adonne pas à des dépendances par plaisir. C'est parce qu'il y a une souffrance derrière, il y a un mal-être. Ouais. Or vous, l'enfant que vous avez été a grandi dans un manque profond, dans des carences, parce que avoir une mère qui était très dépendante de l'alcool alors que vous étiez enfant, forcément, ça crée une absence. Mmh. Donc vous avez grandi aussi par rapport à tout ça. Les manques dont vous me parlez, ce manque que vous ressentez quand vous ne fumez pas, il remonte à plus loin que cela en fait, Sylvie, votre manque. Ah oui. Enfin, la cigarette aussi, ça renvoie aussi, on est dans l'oralité. Ouais. Hein, ce besoin, comme le petit enfant qui, quand il est inquiet... quand il se sent insécurisé, met quelque chose dans sa bouche, que ce soit son pouce, ses doigts, sa tétine, son doudou, et se rassure comme ça. Bon, adulte, on prend une cigarette. Mais on reste dans ce domaine-là. Donc effectivement, quand on a des parents, une mère qui, parce qu'elle m'aime, est dans une souffrance, écrasée par le poids d'une histoire, dans quelque chose qui ne peut pas se dire avec des mots et qui fait qu'elle s'alcoolise et qui donc ne peut pas répondre à vos attentes, à vos besoins, elle vous laisse face à vous-même et dans un manque terrible. Oui, c'est sûr qu'il y a eu... pendant des années d'enfance, ça a été des carences, ouais. Une mère qui vient pas vous chercher à la sortie de l'école, des choses qui paraissent toutes bêtes, mais quand on est le seul enfant qui attend devant l'école et que tous les autres parents sont venus et que sa mère est pas là, c'est sûr que c'est... c'est des carences... Oui, dont on ne se remet pas comme cela. Ouais. On peut évidemment s'en remettre, hein. On peut surmonter cela. Ah mais évidemment. Mais c'est vraiment en faisant un travail sur soi, et je comprends mieux ces angoisses profondes, archaïques, Ouais. vraiment. Qui vous saisissent, qui vous submergent au point de vous faire dire qu'au fond, à première vue, ça paraissait comme ça un peu irrationnel, que la vie sans cigarette n'avait plus de sens. Mais parce que derrière cela, elle vient colmater des brèches qui sont très profondes. Ouais.
Et ce qui me paraît vraiment paradoxal, c'est le fait donc du coup, en fait, je me plais dans une intoxication, alors que j'ai conscience que de s'intoxiquer, c'est nuire à son entourage aussi. Enfin, c'est Mais vous en avez d'autant j'ai trouvé plus un équilibre oui. dans l'intoxication, quoi. Mais vous avez d'autant plus conscience que s'intoxiquer, c'est nuire à son entourage, que vous étiez l'entourage. Ouais. Mais vous trouvez un équilibre dans l'intoxication, mais vous avez, je reprends vos mots, vous avez connu cela, trop bien connu cela. C'est du familier. Même si vous n'avez pas repris le même symptôme. Donc c'est pour ça que je disais c'est un moindre mal. Donc soyez aussi un peu plus indulgente vis-à-vis de vous aussi, Sylvie, parce que on peut rechuter. Hein, voilà, ça arrive aussi. Et mais je pense que, comme vous dites, c'est une béquille et que derrière, il y a des choses certainement à travailler et à travailler évidemment du côté de votre histoire et du côté de ces manques. Et que les cigarettes, c'est une béquille finalement. Mais est-ce que par exemple, le fait d'avoir, là par exemple, je me disais que j'aurais pu remplacer la cigarette, je suis peut-être choquée, mais par un animal, un animal de compagnie, voilà, qui n'irait pas à ma santé, mais à qui je pourrais, dont j'aurais la charge, enfin et quelque part, enfin j'avais cette idée-là, parce que je ne sais pas trop comment compenser en fin de compte. Quel lien faites-vous dans votre esprit, c'est-à-dire une présence Quel lien faites-vous entre la cigarette et un animal de compagnie? La cigarette, c'est un peu une compagnie. Alors c'est sûr que je vais pas aller en soirée avec mon petit lapin ou autre chose, mais c'est une Vous compagnie. envisageriez un petit lapin? Je sais pas. Oui. En même temps, voilà, je suis pas sûre que ce soit une solution, mais vous parliez de carence. Mais on est dans quelque chose. Un animal, ça peut remplacer certaines carences. Oui. Ça peut effectivement pour des personnes. Il y a certaines personnes qui trouvent auprès d'un animal de compagnie l'attention, l'affection dont elles ont terriblement manqué auprès d'humains. Ça ne veut pas dire que vous êtes jeune, hein, Sylvie. Je vois que vous avez 30 ans, 32 ans, que votre horizon doit se limiter à cela. Et puis, ça suppose aussi un engagement, c'est-à-dire qu'un animal de compagnie, après tout dépend cet animal, ça suppose comme un engagement et donc d'en prendre soin sur la durée. Ouais. Hein, donc il faut tenir compte de sa durée de vie et de s'en occuper. Ça doit pas être une passade comme ça. C'est-à-dire sur un achat comme ça, coup de tête. Donc ça suppose quand même d'y réfléchir. Et c'est pas non plus pour dire c'est justement, c'est pas la peluche, le doudou qui est là pour consoler et rassurer, parce que c'est un être vivant et il a besoin que l'on s'occupe de lui. Oui, c'est pour ça que je dis ça peut peut-être choquer, mais c'est pas un caprice. Non, je comprends, du doudou, mais il a besoin, c'est-à-dire que il pourrait, c'est-à-dire que vous êtes dans une quête de, au fond d'être un peu rassuré, apaisé, enfin quelque chose d'un peu douillet, mais en même temps l'animal aussi lui a besoin, je vous dis que l'on s'occupe, que l'on prenne soin de lui. Alors vous avez besoin que l'on prenne soin de vous, mais l'animal aussi. On peut pas le jeter au bout d'un certain temps.
C'est ce que dit le subversif d'ailleurs. Compenser par un confort dont vous n'aurez pas à vous défaire. Ne l'ignorez pas. C'est là un point capital. Il faut y songer. Mais si vous voulez, il y a un vide derrière. Il y a un vide profond. Donc pourquoi pas? Mais je pense que à côté de cela, il serait quand même important que vous mettiez des mots aussi sur cette enfance. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Hein. Ben oui, mais bon, il me paraît un peu nécessaire de continuer à vous entendre. Vraiment. Quand même. Parce que vous savez, dans une histoire comme celle-là, vous avez quand même grandi il y a des carences profondes et ça peut prendre du temps de se réparer et de se construire finalement cette sécurité intérieure dont vous avez manqué. Il faut pouvoir. Elle met du temps ça met du temps à ce que vous puissiez vous essayer de vous en procurer une. Pour le moment, vous cherchez un peu à l'extérieur une forme d'apaisement, mais il faut que vous parveniez aussi à trouver en vous cela. Et ça va prendre un peu plus de temps. En fait, justement, j'avais arrêté un suivi psy, parce que j'ai été suivie pendant plusieurs années. J'avais fait une démarche et que j'avais reprise un peu plus récemment. Et donc, c'était lors d'un autre arrêt de tabac. Et ça allait pas du tout, quoi. Enfin, ça me mettait dans un état de stress. Oui. Mais et du coup, on m'avait conseillé, du coup, en fait, c'était pas judicieux pour moi d'arrêter le tabac, et donc j'ai repris le tabac. En fin de compte, en discutant, je me suis rendu compte que, après tout, c'était pas si grave et il valait mieux peut-être, pas retirer cette béquille tout de suite. Et du coup, en fait, j'ai repris le tabac et puis du coup, j'ai arrêté le suivi, quoi. Mais pourquoi c'est pas comme vous dites, c'est pas si grave après tout. C'est une béquille, on arrête. Bon, vous pouvez aussi vous dire ça pour le moment, et ça n'empêche pas que vous pouvez reprendre un peu votre suivi. Et puis à un moment, vous sentirez davantage prête. C'est pas forcément chimique. Enfin, je veux dire, on peut trouver des solutions dans une réflexion et un travail sur soi. Oui. D'accord. Bon. Oui. C'est ce que dit Canel. Il ne faut pas vous mettre aussi autant de pression. Quand vous aurez vraiment décidé d'arrêter, quand vous serez prête, vous pourrez sortir sans être tentée. C'est que pour le moment, vous vous sentez encore trop fragile. Si ça vous demande un tel effort, c'est pas la peine de vous demander ça. Il y a David qui, lui, dit qu'il a arrêté de fumer il y a presque 4 ans grâce au yoga, aux danses et massages. Alors peut-être qu'effectivement aussi, tout ce qui est massage pour vous, tout ce qui est quelque chose d'un peu yoga, danse et massage, ça me parle beaucoup. Tout ce qui est quelque chose d'un peu enveloppant, vous voyez, des massages, tout ce qui renvoie à quelque chose d'un peu. Alors le yoga, effectivement, tout ce qui est le travail aussi sur la respiration. Aussi, parce qu'évidemment, dans tout ce qui est entravé par le tabac, et puis le massage aussi par rapport à tous ces manques, ce qui peut être tout à fait complémentaire d'une thérapie par la parole, mais qui peut combler un peu tout ce manque comme ça maternel. Des massages, on en voit beaucoup pratiquer, même dans des spas. Il n'y a pas forcément fait par tous les massages qui libèrent un peu l'énergie, ou des massages un peu cocooning, enveloppants, qui travaillent un peu sur le corps, qui détendent, qui relâchent, pourraient aussi vous faire du bien. J'en profite pour saluer une bonne amie qui, à l'occasion, me fait des massages. Et c'est vrai que c'est très agréable.
Eh bien voilà, moi je salue Petite Hirondelle qui elle en est à J+19 de son arrêt du tabac. On voit qu'elle compte les jours encore. Elle fait beaucoup d'activités physiques pour s'occuper l'esprit. Et oui, il y a le sport évidemment Ouais. qui aide. Et puis il y a également quelqu'un qui me dit les neurotransmetteurs d'addiction existent. Ne pas chercher les mères, vous oubliez allègrement les hommes, les pères, continuez à fumer malgré votre analyse. Bien sûr qu'on le sait, que on a fait des analyses sur les rats et tout, que ça se joue aussi au niveau du cerveau, l'addiction, et qu'ils savent mettre ce qu'il faut dans les cigarettes pour nous rendre très dépendants. Ça, c'est certain. Pour autant, on sait aussi qu'il y a également des facteurs psychologiques qui entrent en ligne de compte. On peut prendre en considération tous les aspects du problème. Voilà, bon courage, Sylvie. Merci beaucoup à vous pour tous ces conseils. Merci de votre appel. Bonne soirée. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Des messages qui arrivent par courriel pour Sylvie Chaudron de la Barque me dit la dépendance à une substance, quelle qu'elle soit, est souvent l'arbre qui cache la forêt. Dans le cas présent, votre dépendance mérite d'être analysée et davantage verbalisée, ce qui demande énormément de temps et d'énergie, mais au final on trouve des réponses. Bon courage à vous. Et Kléber dit sans omettre que la bouteille entre guillemets de la maman peut aussi être une tétine de substitution au même titre que la cigarette de sa fille. Annie me dit j'ai arrêté de fumer il y a 27 ans, les 3 premiers jours eau et fruits, ensuite on reprend des légumes, etc. J'ai encore des envies de fumer au bout de 27 ans, surtout après un petit café, mais je ne cède pas. Trop contente d'avoir réussi après de nombreux échecs. Amitié et courage à votre auditrice. Et puis, il y a le trublion qui me dit, moi j'ai un petit moumoun filtre et je ne peux plus m'en passer. Et oui, puisque Sylvie nous parlait éventuellement de son désir d'avoir un petit animal de compagnie. Alors, Monique, elle envoie un message en disant attention, un animal n'est pas un jouet. Mais bon, il faut dire que pour beaucoup de gens, la relation avec un animal est un substitut des relations humaines parfois inexistantes ou en tout cas insatisfaisantes. Et elle peut se révéler à ce titre d'une grande utilité parce que quand l'amour des humains vient à manquer, l'affection d'un animal peut permettre à celui qui en bénéficie de se sentir aimable. Et ça, c'est pas négligeable. Et donc, il faut toujours être attentif à ça et ne pas se garder de moquerie à ce sujet. On va accueillir maintenant Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'écouter et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Voilà, j'ai mon fils de 15 ans qui est le dernier, j'ai 4 enfants et depuis le second trimestre, en fait, j'étais avertie par les professeurs et je me suis rendu compte que il séchait des cours, qu'il me mentait. Je me suis aperçue qu'il commençait à fumer, puis après j'ai vu qu'il fumait les joints, puis qu'il buvait. Donc j'ai commencé par dialoguer, par essayer de comprendre. Il me disait oui, puis en fait il n'en faisait qu'à continuer. Donc je me suis dit je vais être un peu plus ferme. Le résultat n'a pas été mieux. On a même j'ai redialogué. Un jour il m'a dit qu'en fait il était comme ça parce que en fait je me suis séparée de son papa, il avait 6 ans, donc lui il n'avait jamais connu vraiment ce que c'était que la vie de famille. Donc je me suis dit on va aller voir un pédopsie, on va peut-être parler un peu, ça va lui faire du bien. On est allé une fois, c'est mal passé. Donc il y a 2 jours, nous rediscutons ensemble parce que je réapprends qu'il avait séché les cours. En plus c'est un bon élève, second trimestre, une catastrophe. Et donc, il me dit, mais de toute façon, vous avez plus confiance en moi. Bon. Et en même temps, je ne sais plus quoi faire parce que
j'ai envie de lui redonner ma confiance, mais je ne sais pas comment faire. Et en même temps, je pense qu'il a perdu lui-même confiance en lui. Oui, c'est peut-être ça qu'il veut Donc, dire. Oui. Pourquoi aurait-il perdu confiance en lui ? Eh ben parce qu'en fait, donc, il a passé le second trimestre, il a été absent pratiquement une grande partie du temps. Alors, il faisait croire qu'il allait chez l'orthodontiste, alors que c'était pas vrai. Enfin, il n'a pas travaillé, donc il s'est mis dans la tête qu'il allait redoubler. Donc, ses professeurs et le proviseur m'ont dit qu'il était hors de question, que s'il travaillait au 3e trimestre, il n'y avait aucun souci. C'était quand même plutôt un enfant qui avait toujours été bon, donc il n'y avait pas de souci, mais voilà, ça, j'arrive pas à le faire passer. Il est en quelle classe, là ? Il est en 3e. Oui. Mais c'est souvent une période difficile pour les garçons. C'est là où c'est souvent un âge, où là ils commencent, c'est un âge, c'est là où souvent ils décrochent un peu au niveau des notes et tout ça. Oui, c'est assez fréquent à cette période-là. Parce que c'est ça, 15 ans, c'est l'âge où ils commencent à s'intéresser un peu à autre chose qu'au travail scolaire, quoi, où ils commencent à s'intéresser aux filles, à tout ça. Enfin, donc c'est vraiment la période, c'est là où on les voit un peu décrocher. Voilà, mais alors le problème, sans que ça soit forcément, décroché totalement, mais c'est vraiment la période un peu classique. Et alors, que faire pour que ça... Parce que j'ai l'impression de tourner en rond, finalement. De ne pas savoir comment lui redonner confiance, pour que lui-même prenne confiance en lui. Et en même temps, il est dans un système de mensonges qui est tel, avec parfois quelques provocations. Donc, l'autre jour, il me dit, bon, j'ai décidé avec son copain, on ne fume plus. Ah ben, je lui dis, c'est bien. Ah, mais on ne fume plus de joint. Alors, je lui dis, bon... Alors, oui, effectivement, ça a le mérite d'être clair. Oui. Donc, parce que vous, évidemment, vous disiez, c'est une très bonne chose, et puis en fait, il y a le. Moi, je sais, mais étant fumeuse, je lui ai surtout expliqué que, à mon époque, on ne savait pas que c'était aussi toxique. Donc, j'ai montré que j'avais du mal moi-même à m'arrêter, que je retrouve comme la personne avant. Mais il vous disait peut-être la vérité pour le coup, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il ait essayé et puis que ça lui ait pas plu et que du coup il arrête. Enfin, c'est-à-dire que j'ai essayé de lui démontrer, et puis parce que les méfaits du joint sur la concentration, sur un certain nombre de choses. Mais vous avez plus de mal à lui démontrer les méfaits de la cigarette puisque vous êtes vous-même fumeuse, donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, donc je montre que j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, mais c'est important. Vous pouvez, vous montrer aussi qu'est-ce que vous voulez. Les parents ne sont pas infaillibles, et vous pouvez dire dans ces cas-là que c'est vraiment dommage de commencer parce qu'après la dépendance s'installe très vite et qu'on a du mal à s'arrêter. Exactement. Et c'est d'autant plus redoutable quand on commence jeune, notamment par rapport à la croissance. Enfin, c'est-à-dire que là, il y a un discours peut-être à tenir chez les jeunes parce que chez des adolescents en pleine croissance, on sait que les effets sont encore plus nocifs. Tout à fait. Oui. Mais enfin voilà, donc vraiment c'est vrai qu'en plus avec le papa il n'y a pas vraiment de communication. Oui, j'allais vous demander, il n'y a pas de communication entre vous et son père ou entre le père et le fils ? Alors en fait ce qui s'est passé c'est que jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près, il a vécu surtout avec moi. Donc on était vraiment très en osmose et je pressentais une adolescence qui serait pas facile parce que j'ai quand même 3 enfants au-dessus, donc je savais un petit peu. Et puis depuis l'année dernière ça a commencé, puis cette année il s'est un peu rapproché de son papa, mais il fait jouer un petit peu, il me dit quelque chose, il dit le contraire à son papa, donc voilà. Maintenant, j'ai réussi à avoir un semblant de communication avec son papa pour qu'on se mette un minimum d'accord, pour qu'il ait l'impression qu'on sache ce qu'il fait et qu'il ne peut pas nous mentir. Mais c'est vrai que pendant un moment, il a joué aussi là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que j'ai du mal d'avoir un dialogue avec son père, quoi.
Et lui, donc vous ne savez pas vraiment ce qui se passe entre son père et lui, comment Écoutez, son père lui donne à manger, mais après il doit s'occuper tout seul de tout. Et en fait, quand il va chez son papa a 2 appartements, et donc lui, il dort dans un appartement à côté de l'appartement de son papa, et il doit faire sa lessive lui-même, et il dort, et il va voir son père que pour manger. Et donc, à la fois, ça l'arrange quand il veut un peu de liberté, mais il se sent... il m'a dit, maintenant, son papa a refait sa vie, il a 2 enfants, et il me dit, maintenant, il a fait sa vie, il n'a plus envie de nous. Oui, c'est embêtant. Donc, il a l'impression qu'il n'a pas vraiment sa place chez son père. Et voilà. Et quand je suis à la maison, quand il est avec chez moi, maintenant ses frères et sœurs aînés sont partis, donc on est tous les 2, donc c'est vrai qu'il n'y a pas la vie de famille qu'on avait avant. Et oui, donc il est à un âge aussi où forcément ce tête-à-tête avec vous peut par moment être peut-être un peu compliqué parce que c'est un garçon et il a besoin de ne pas être non plus trop proche de vous. Tout à fait. Hein, ça, forcément, en tant que garçon, oui, même si il y a beaucoup d'affection et de tendresse entre vous, c'est un garçon. Il a besoin de se construire en tant que garçon, en tant que futur homme, et il ne peut pas non plus être trop proche de vous. Mentir, c'est aussi une façon de vous échapper un peu. Ouais. De toute façon, les adolescents sont très protègent beaucoup leur jardin secret, ne supportent pas qu'on rentre dans leur intimité, sont très secrets de façon générale. Mais bon, je ne sens pas en vous du tout une mère qui cherche justement je ne sens pas ça dans ce que vous me dites, à savoir. Parce qu'il y a des parents qui acceptent mal le fait parfois de voir que leur petit garçon ou leur petite fille a grandi et que donc effectivement il ne va pas leur raconter tout de sa vie. Or, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais là, j'entends pas en même temps des choses très graves dans ce que vous me dites. Moi, qu'est-ce qui vous ennuie le plus? Ce qui me chagrine, c'est que je voudrais pouvoir lui redonner confiance. Voilà, et en même temps... Mais sur quel plan? Surtout parce que sur ce qu'il me dit, sur ce qui... Vous voyez, encore aujourd'hui, il m'a dit je manque plus, j'ai reçu encore des lettres du collège parce qu'il a séché des cours. Mais oui, mais ça, il faut peut-être lui dire, très clairement, évidemment, à partir du moment où il sèche des cours, il est normal qu'il y ait une sanction qui tombe. Oui. Et que s'il sèche des cours, en séchant des cours, évidemment, après il a le sentiment qu'il ne suit plus, mais que tout ça peut se rattraper. Enfin, il s'embourbe lui-même. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il a séché des cours? Bon, ça peut arriver, mais il peut se reprendre aussi. Qu'il y a pas péril en la demeure non plus. C'est-à-dire, il s'agit pas d'être complaisante par rapport à cela, mais dire d'accord, à un moment tu as séché les cours, tu assumes à un moment il va y avoir de la part du proviseur une sanction, des heures de colle, des heures de retenue et tout ça, normal, ils sont dans leur rôle, et tu vas récupérer les cours et tu vas reprendre, il était bon élève jusque-là, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Vous voyez, je pense qu'il a peur finalement, parce qu'au fond, il n'a pas forcément mesuré les conséquences. Parce que vous voyez, par exemple, là, il réagit. C'est un peu le propre. Pardon, je vous interromps, je vous laisserai poursuivre. Mais c'est un peu le propre de cet âge-là où, à certains moments, ils veulent s'émanciper, jouer au grand. Et puis, à d'autres moments, ils redeviennent un peu comme des petits enfants demandant la protection. Alors, c'est difficile pour les parents parce que on ne sait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire, on a à la fois des moments de dire écoute, laisse-moi tranquille, c'est ma vie, t'occupe pas de mes affaires. Et puis à d'autres moments, effectivement, l'impression d'avoir un petit garçon et une petite fille qui demandent notre protection parce qu'ils naviguent entre ces deux extrêmes. Oui, alors, parce que
j'ai l'impression qu'il manque, l'autre jour, manque de chance, je rencontre son professeur de gym. Et donc je parle, etc. Et elle me dit, mais la semaine dernière, il n'a pas pu faire de sport parce qu'il avait mal au genou. Je lui dis, ah bon? Et donc, il lui avait fait croire qu'il avait mal au genou, il grimaçait, il pouvait plus s'asseoir. C'est pas vrai du tout. Je dis, mais pourquoi alors qu'en fait, il est très sportif, pourquoi tout d'un coup, il se met dans un système comme ça? Et tout est un petit peu comme ça. Donc, et pourquoi a-t-il fait ça? Et comme ça. Et voilà. Et donc, il y a toujours comme ceci. Mais ils sont. Oui, mais alors pourquoi? Non, mais alors pourquoi? Ça serait quand même important de comprendre parce que votre fils qui jusque-là, vous dites, il aime le sport, il fait du foot, il fait du surf. Bon, pourquoi là? Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que ça vaut peut-être la peine de comprendre pourquoi depuis quelque temps quand même il ne va plus, il se met à ne plus aller au lycée. Pourquoi alors qu'il aime le sport, qu'est-ce qui se passe peut-être dans le lycée? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez remarqué vous des changements dans le comportement? Est-ce que est-ce qu'il veut être intégré dans pour être intégré dans une bande, faire comme les autres, il se met à... Vous voyez, parfois pour être reconnu par d'autres, on se met à adopter des comportements un peu limites. Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai que surtout s'il était bon élève, peut-être qu'il veut. Est-ce qu'il n'était pas un peu justement, parfois les bons élèves, ça peut être aussi un peu les têtes de Turc. Alors, j'en ai parlé, moi, avec les professeurs qui m'ont dit, en effet, qu'il traînait avec des enfants qui n'étaient pas forcément les meilleurs de la classe. Mais bon, c'est pas non plus un surdoué, hein. Non, mais j'ai pas dit ça, mais sans être surdoué. Mais c'est vrai qu'il s'est mis, en effet, à fréquenter des jeunes du lycée d'à côté. Mais... Enfin bon, je sais pas, moi. Non, mais c'est important parce que est-ce que justement c'est un âge où on se cherche, où il y a quand même des influences importantes parce qu'on a besoin de modèles d'identification. Donc, peut-être que il se laisse entraîner dans une forme de spirale dont il a un petit peu de mal à se sortir maintenant parce qu'il ne mesure pas forcément les conséquences. Oui. Et ça serait important de comprendre pourquoi, au fond, ce garçon qui jusque-là ne séchait pas les cours, qui, alors qu'il adorait le sport et tout, fait semblant de s'être blessé pour ne pas participer aux cours de gym et autres. Bon, il y a quand même des choses un peu à comprendre derrière et de pas se contenter d'une réponse évasive, de dire je ne sais pas. Alors, il y a une chose aussi, mais je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, où il a très très mal réagi. C'est vrai que je fréquente quelqu'un depuis peu de temps, mais je ne me l'ai pas présenté. Et un jour, il m'a dit, maman, tu m'as toujours dit que tes enfants passeraient avant ton amour. Alors je lui ai dit, écoute, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Oui, alors, d'accord. Oui, alors déjà, du côté de son père, il vous dit, en gros, mon père a refait sa vie, donc je ne compte plus pour lui. Oui. Enfin, il a ce sentiment-là, Oui, de ne plus compter. Donc, vous étiez dans une relation très proche, vos aînés sont partis, vous étiez tous les deux, vous avez un nouvel amour dans votre vie, votre fils peut avoir cette crainte, peut avoir le besoin d'être rassuré là-dessus. Oui. Mais ça peut être une façon dans finalement aussi cette provocation qu'il a actuellement dans ses appels, au fond, de sécher les cours, de faire en sorte que vous vous occupiez de lui. Puisque pour le coup, ça serait réussi, puisque de fait, vous vous inquiétez pour lui. Ah ben, tout à fait. Donc il faut quand même essayer, il peut y avoir dans les pistes à explorer, c'est voir quelle serait l'influence d'un entourage
quand même voir pourquoi. Donc du côté des professeurs, qu'est-ce qui se passe, l'influence d'un entourage, de cette piste, de qui peut, on va dire les fréquentations de façon générale, mais il faut quand même être vigilant à cet âge-là. Il s'agit pas de vouloir surveiller à tout prix, mais rester présent. Rester présent parce que il peut y avoir quand même un côté très influençable et ça peut parfois basculer. Et puis de votre côté, le rassurer, mais néanmoins, évidemment, chacun le rassurer sur le fait que chacun est à sa place et à une place différente. C'est-à-dire quelle priorité à ses enfants, à votre amour, enfin, il n'y a pas de priorité. C'est chacun est à une place différente et c'est de ça qui est important d'entendre. Mais son père aussi, il se sent un peu rejeté par son père, hein, donc il a peut-être peur aussi. Oui, non, tout à fait, vous avez raison. Mais c'est vrai que là, demain, j'essaye de lui dire, quand il y a un exposé, je vais regarder, de m'intéresser à ce qu'il fait. Mais je sens toujours qu'il y a une fuite. Il ne faut pas que j'accroche, quoi. Non, mais je pense qu'il faut en parler avec lui, dire je m'inquiète quand même parce que il y a des changements actuellement et j'aimerais qu'on en parle ensemble, justement pour pouvoir continuer à se faire confiance comme je l'ai toujours fait. Oui. Hein Je reçois un petit message du subversif qui dit oui, rouille de tâche, le parent de l'adolescent doit se retirer dans une présence distante, qui reste sans enserrer, qui suggère sans ordonner, qui lâche sa prise en veillant à ne point la laisser tomber. Oui, exactement. Eh oui, c'est vraiment pas facile. Hein. Et puis il y a Ninou qui dit, est-ce qu'il serait pas dans une spirale un peu destructrice, école santé à cause d'un manque de sécurité ou d'un sentiment d'abandon, sentiment d'insécurité, elle disait, mais ça c'était avant que vous évoquiez aussi votre situation personnelle. Bon, je crois qu'il faut en parler avec lui, il n'y a pas, on n'est pas dans quelque chose de grave, mais vous avez raison de pouvoir en parler, évoquer cela tranquillement, sachant que les adolescents sont un peu en panne de mots, MOTS pour dire, c'est difficile d'en parler avec eux. Oui. Bon, il peut simplement vouloir attirer votre attention aussi. Oui, je pense aussi, vous avez raison. Oui. C'est possible. C'est réussi si c'est le cas. Bon, mais écoutez, merci en tout cas et bon courage avec lui alors, Camille. Je vous remercie, bonne soirée. Bonne soirée Camille, au revoir. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 ou par courriel sur le site europe1.fr. Des messages, il y avait un message de Chaudron de la Barque qui revenait sur le témoignage de Camille qui nous parlait de son fils de 15 ans. Il nous dit l'année de 3e est charnière à tout point de vue. Puberté, choix d'orientation, il a indéniablement besoin de soutien et de libérer sa parole. Si ça n'a pas fonctionné avec le premier pédopsychiatre, cherchez-en un autre. Il est en demande d'attention, d'où peut-être ses mensonges notamment. Écoutez-le et invitez son papa à jouer son rôle de référent masculin dont votre fils semble avoir grandement besoin en cette période.
Et j'ai un message pour vous, mon cher chaudron de la barque, de la part du subversif qui dit: notre bon chaudron de la barque a dans son armoirie de la poussière médiévale que des poussières lumineusement. Son discours, l'anachronisme est plaisant. Voilà, j'aime bien quand vous vous envoyez des petits messages par SMS ou courriel interposé. Allez, on va maintenant accueillir Xavier qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'aurais voulu en fait intervenir parce que bon, je me reconnais un petit peu sur le dernier témoignage de la personne en fait par rapport à son enfant, donc voilà, par rapport à son enfant qui avait du mal. Enfin, et quand vous parliez avant de la cigarette, bon, moi je voudrais simplement expliquer un petit peu ce que des médecins m'ont dit, comme je suis moi-même fumeur. Oui. Et j'aurais en fait une petite question en même temps. D'accord. Donc voilà, je vais avoir 30 ans dans quelques temps, dans quelques jours, et donc j'avais commencé, on va dire que officiellement, j'avais commencé à fumer vers 16 ans, 17 ans. Oui. Pour faire comme les autres, voilà quoi. Moi, je n'ai jamais caché que ce n'était pour faire que comme les autres. Oui. Et je me suis arrêté quelques fois par-ci par-là, je suis arrêté quelques fois, mais ça n'a jamais été plus loin que, je sais pas, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, comme sur les premiers moments, je fumais en fait en cachette, comme j'habitais chez les parents, et je voulais éviter que ça se sache. Voilà quoi, comme tous les jeunes, on va dire, comme tous les jeunes. Et quand l'âge de raison est arrivé, je continue à fumer, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, j'aimerais bien arrêter. Et on va dire que j'ai essayé de m'arrêter, alors c'est vraiment de tête, environ 4 fois sur 5 ans. Sur 5 ans. Oui. Je suis passé par des patchs. Oui. Comme Sylvie, donc. Oui. Pardon ? Oui, c'est ça, oui, ça comme Sylvie. Et j'ai dû tenir 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Et voilà quoi, j'ai replongé parce que comme certains témoignages le disent, quand on sort, ou quand on reçoit du monde qui autour de nous fume, c'est toujours très dur. On peut très bien nous dire prends sur toi. Au bout d'un moment, la tentation est vraiment très ronde. Et puis concrètement on craque. Donc vous avez repris, c'est ça, en soirée, en sortie, hein, c'est de voir les autres fumer. Voilà, c'est ça. C'est la plupart du temps, c'est très facile. Je m'arrêtais comme en fait mon copain a vraiment du mal en fait avec la cigarette. Je diminuais le plus possible quand il était là. Et ça allait. Et à partir du moment où il repartait, donc voilà, je craquais, je refumais normalement. Donc c'est difficile aussi si vous étiez avec un ami qui lui ne s'était pas arrêté, hein, ça n'aide pas. Ah oui, lui en fait si vous voulez dire pour les amis normaux, oui c'est vrai. Enfin que ce soit copain ou copine, tout le monde fume. Enfin quasiment tout le monde fume à peu près. Est-ce qu'on peut dire normalement parce que ce n'est jamais vraiment normal, mais il fume beaucoup, régulièrement. Il fume régulièrement. Et finalement, aujourd'hui, vous avez arrêté totalement ou non, vous fumez, vous continuez à fumer. Voilà, c'est ça, je fume. Mais de toute façon, vous savez, je pense beaucoup de gens qui travaillent un peu sur le sujet disent que les méthodes dites de substitution, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on remplace une dépendance par une autre. Et quelle que soit la méthode de substitution, patch,
traitements. On a parlé de ce fameux antidépresseur dont je ne vais pas parler à l'antenne, mais qui en plus pose de sérieux problèmes quand même. Et on remplace. Alors oui, certes, effectivement, on compense. Il n'y a plus la cigarette, mais on compense par autre chose. Donc on remplace une dépendance par une autre. Donc, il vaudrait mieux travailler un moment sur cette question de la dépendance. Et derrière, il y a une question de motivation. Il y a... Bon, c'est... Parce que finalement, on ne se libère pas de la dépendance. Alors certes, il n'y a plus les effets toxiques de la nicotine, mais hormis avec les patchs, mais ça règle pas le problème. Et je vais approfondir un petit peu ce que vous êtes en train de dire. J'avais des collègues de boulot qui me conseillaient d'essayer les fameuses cigarettes électroniques que l'on peut trouver, que l'on peut trouver en pharmacie. Moi je suis allé voir directement avec un médecin, et le médecin m'a dit que concrètement ces trucs-là ça ne sert à rien. Parce qu'il y a toujours en fait le geste, quoi. Il faut partir du principe que quand on veut s'arrêter, il faut aussi en fait arrêter le geste. Oui, parce que ça passe aussi par ça. Il y a c'est tout un rituel, la cigarette. Il y a évidemment le plaisir, l'inhalation de la fumée, mais il y a quand même tout ce qui va avec, tout ce conditionnement. La cigarette quand vous prenez un café, la cigarette vous êtes au téléphone, donc vous avez une cigarette électronique, certes vous n'avez plus les effets néfastes, vous avez plus la nicotine, mais enfin vous avez cette gestuelle. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord avec les propos du médecin. Hein. Et la question que je voulais vous poser, oui. Quand j'entendais plusieurs témoignages que vous receviez, oui. Est-ce que pour vous, soit pour vous, Caroline Dublanche, soit pour d'autres, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une cause au départ pour fumer, ou est-ce que simplement comme dans mon cas, c'était simplement le fait de vouloir faire comme les autres, et ça reste après, sans avoir d'antécédents familiaux, amicaux ou n'importe quoi spéciaux. Voilà. Moi j'ai un entourage équilibré, comme tout le monde, quoi, avec tous les défauts et toutes les qualités qu'il peut y avoir. Et mais je n'ai pas eu, à première vue, il n'y a pas eu de cause réelle, quoi. Non, mais attendez, il s'agit pas dans le témoignage. Chaque histoire après est unique. Il n'y a pas toujours des causes, comme vous dites. La plupart du temps, on commence. Vous avez commencé. Il y a un phénomène d'imitation. On fait comme les autres. Les autres fumaient, et voilà, il y a un côté à l'adolescence, on veut être surtout pareil, ressembler aux autres, se fondre dans le groupe. Alors après, pourquoi certains basculent dans une plus grande dépendance que d'autres, ça c'est quand même, il y a des personnes qui vont être plus dépendantes que d'autres, c'est quand même lié. Il y a des facteurs physiques et des facteurs psychologiques qui entrent en ligne de compte. Des facteurs physiques et psychologiques, les deux sont liés. Mais on peut commencer, comme vous le dites, simplement pour faire comme les copains. Hein. Et parce que je vais vous donner un petit exemple sur un truc. Il y a quelque temps, quand mon copain en fait était ici, on va dire qu'il y a eu un moment où on a eu un bon petit accrochage, donc voilà, oui. parce que simplement il m'avait mis en évidence. Moi je me rendais pas compte, comme je fumais pour moi normalement, pour lui en fait je fumais quand même beaucoup, et on avait commencé à s'accrocher un petit peu ensemble, parce que comment dire ça, je
pense que la plupart des personnes qui ne fument pas pensent en fait que l'on ne connaît pas les risques nous-mêmes comme fumeurs. Moi aussi. Et je sais, enfin, Oui. comme je l'avais dit justement, moi je le dis, enfin, je sais que je fume, mais je sais que ça fait longtemps que je fume. Et sur le principe, on connaît les risques justement, on connaît les risques. Après c'est vrai, c'est à nous d'essayer de pouvoir s'arrêter. Mais c'est vrai que. Mais c'est difficile. C'est difficile. Alors on va peut-être accueillir justement Daniel parce que lui, il va nous faire part de son expérience. Et je crois que c'était un très gros fumeur, Daniel, et pourtant. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à monsieur, je me souviens plus son prénom. Monsieur Bonsoir, Xavier qui est avec nous. Voilà. Écoutez, moi j'habite en Lorraine. C'est la petite anecdote pour vous dire que on n'est pas loin du Luxembourg. Pour les cigarettes, tout ça, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Oui. Moi j'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans quand j'ai commencé à travailler. Pour la bonne raison, monsieur disait tout à l'heure qu'il fallait à peu près une raison. Les anciens disaient, t'es pas un homme si tu fumes pas, prends une cigarette et vas-y. Donc, on a pris une cigarette comme tout le monde, puis 2, puis 3, puis on a commencé à fumer. Elles étaient données à l'armée, même, je crois. Oui, vous aviez droit à un bon paquet de, je dis pas la marque, il y avait un paquet de cigarettes sans filtre ou filtre, comme vous voulez, ça faisait partie du pactage. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans la métallurgie, où je travaillais en 3 postes, la nuit, le jour, le matin, l'après-midi. Et dans ces conditions-là, un travail assez stressant, puisqu'avec des responsabilités et tout, je fumais beaucoup, sans exagérer, plus de 2 paquets et demi par jour. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah ouais. D'où, à un moment donné, le matin, j'ai commencé à beaucoup tousser, à plus pouvoir, pendant, on va dire, un bon quart d'heure, de ne plus pouvoir dire bonjour à ma famille, à mon fils, à ma femme, en cette période-là. En plus, je vous dirai un petit peu l'anecdote. Mais j'ai dit c'est pas possible, je vais y rester. Donc ce matin-là, je me suis levé, j'ai dit c'est terminé, je ne fume plus, je n'irai plus aussi au Luxembourg, j'irai plus chercher de cigarettes. Et de ce pas, j'ai été à la pharmacie, j'ai mis des patchs parce que je me sentais pas capable du tout d'arrêter comme ça sans aide. Ça, c'est pas une tare, hein. Mais j'ai dit, je commence le traitement. J'ai commencé le traitement. Normalement, le traitement, il se fait de 30 jusqu'à 10, avec les patchs. J'ai fait les 30 entièrement. J'ai fait les 20 à peu près, même pas à moitié. Et puis, j'avais arrêté de fumer. Et après combien de temps, en fait, est-ce que vous êtes totalement arrêté à partir du moment de votre dernière cigarette? Moi, on va dire à peu près 2 semaines. Ah ouais. Moi, j'ai mis les patchs, je n'ai plus touché une cigarette. Et comme Caroline disait, ce qui est très, très, très important, c'est la gestuelle. À partir de ce moment-là, dans mon bleu de travail, j'ai enlevé tous les stylos, tous les crayons, les machins. Sur le bureau, pareil. Donc, j'ai éliminé tout de suite tout ce qui était gestuel pour ne pas tenir un stylo de la manière d'une cigarette. Et ça a été fini. Mais ça peut avec de la volonté, bien sûr, hein. Oui, mais ça peut paraître idiot. Mais justement, comme la plupart des personnes, je pense, qui veulent s'arrêter, quand on va simplement en ville et que l'on voit tout le monde justement tout le monde qui fume. Je n'essaye pas du tout de trouver un prétexte où je sais pas quoi. Oui, non, parce que parfois, vous savez, en période quand on arrête de fumer, ça peut être bon de se prendre une petite bouffée de cigarette d'Azote dans la figure. C'est au moins on se prend un petit shoot comme ça. Mais ça peut. Moi, je me souviens, je me disais waouh, je me faisais un petit shoot. Il y avait des gens qui me disaient ça vous gêne pas la fumée? J'étais là, oh non, vous pouvez me l'envoyer, au contraire. C'était bon. Je vais dire, elle est pas bien celle-là. Non, au contraire, j'en ai ressenti une très très grande fierté de me dire wow. Ouais, c'est ça. On se dit je tiens, mais en même temps on se disait qu'est-ce que c'était bon à prendre là, vous voyez. J'ai eu le côté envieux, jaloux. Des collègues qui, eux, avaient le droit d'aller prendre pendant 10 minutes par heure, aller fumer une cigarette. Moi, j'y avais plus droit. Mais alors la contrepartie, je suis pas sportif du tout. Et je ne suis pas devenu sportif à cause que j'ai arrêté de fumer.
du tout. Hein. Mais par contre, une fierté de plus avoir ce défaut-là. Et puis alors, le fait de, on peut se parfumer, on a la peau qui sent bon, on n'a plus les habits qui sentent la fumée. Franchement, voilà quoi. Oui, oui. Mais et donc ça fait 6 ans depuis que... Oui, j'ai traversé des grosses épreuves, des décès, une période de divorce et tout. J'aurais dû craquer à cette période-là. Eh ben non, j'ai jamais il m'est venu à l'esprit de dire je vais aller acheter une cigarette, ça va me passer les nerfs ou un truc comme ça, vous voyez. C'est une belle victoire sur soi. Oui. Et puis en plus c'est bien de savoir que on récupère, c'est ça, parce que parfois il y a des personnes qui se disent qui fument depuis très longtemps et qui se disent vu le nombre d'années, à quoi bon arrêter? Et c'est important de faire passer aussi ce message, parce qu'on fait parfois passer des messages chocs, violents, mais de faire passer des messages plus positifs en disant qu'on récupère, qu'il y a une capacité de régénération de l'organisme. Vous savez, une chose à peu près anodine qui va paraître anodine à tout le monde, la seule chose qui aurait pu me faire craquer, et j'en étais pas loin, c'est qu'au bout d'à peu près, on va dire 2 mois que j'avais arrêté de fumer, un matin vous rentrez dans un jean, vous n'arrivez plus à le mettre. Deuxième pareil, troisième pareil. J'en avais les larmes aux yeux, j'aurais refumé. Oui. Là, vous avez pris beaucoup de poids. Oh, j'ai pris quoi à peu près pour un petit peu le coup, je mesure 1m62, 63, je pesais 55 kilos. Oui. Donc j'en ai pris 8 ou 10. Automatiquement, ça profite. Et puis après, ces kilos-là, ils sont repartis. J'ai retrouvé ma ligne et tout. Vous voyez. Oui, donc vous êtes revenu à votre poids de forme. Oui. C'est important, sans faire de sport, sans faire rien du tout, tout simplement. Oui, mais écoutez, il vaut mieux, de toute façon, même au départ, prendre du poids, tant que c'est quand même moins mauvais au départ que de fumer. Surtout, vous fumiez 2 paquets et demi par jour. C'était vraiment, waouh, c'est énorme. C'était fort. Ah oui, vraiment. Oui. Merci beaucoup de ces témoignages, Daniel. Merci à vous également, Xavier. Donc, merci, au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Quelques réactions aussi qui arrivent. Gabriel nous écrit pour Sylvie qui dit « Ne passez pas à côté de cette chance de mettre du sens à votre histoire. Bravo malgré tout pour vos 2 mois d'arrêt, même si vous avez repris le tabac. Si vous avez pu le faire, vous réussirez à nouveau quand vous serez prête. » Il y a Tinou qui dit cette cigarette, difficile de la lâcher, sauf si on fait de la natation. Oui, ça, c'est sûr que si on fait la brasse coulée ou le crawl, là, on crache vite ses poumons. Et puis, Nadette me dit, j'ai arrêté de fumer sans aucune substitution il y a 8 ans, rompre momentanément avec toutes mes habitudes, voiture, café, etc. Il n'y a pas de raison particulière pour se mettre à fumer, mais il faut une sacrée motivation pour en finir. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense et que l'envie soit là, nous dit Nadette. Et puis Ninou dit, interdisons aux gens de fumer dans la rue aussi et hop, plus de tentation. Waouh. Alors là, bon. Alors cela dit, ça va avec ce que dit Yann aussi, qui dit la cigarette comme l'alcool, c'est comme toutes ces addictions, c'est de la drogue en fait légale. Merci à l'État qui s'en met plein les fouilles. Karl me dit, j'ai commencé à fumer à 17 ans, j'en ai 37, mais je compte m'arrêter. L'imparfait du subjonctif dit, je ne pense pas que l'on puisse s'arrêter la cigarette tant que l'on reste dans l'oralité. Oui, mais en même temps, l'oralité, on parle, on est dans l'oralité, on mange, on est dans l'oralité, et voilà, donc c'est compliqué, nous sommes faits de cela aussi, certains un peu plus que d'autres, et restent un peu plus fixés à ce stade-là. Et puis, il y a Daniel, lui, fait un peu de provocation, il dit, moi je fume régulièrement, j'ai pas de problème. Le subversif dit, l'addiction est une boîte de Pandore qu'on ne referme jamais vraiment, qu'en plongeant au-dedans de soi, car dans ses profondeurs est la seule vraie clé. Et puis, je regarde un petit peu ce que j'ai comme... voilà, c'est à peu près tout. On va passer un petit peu de musique et après nous accueillerons Caroline. Pour
Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Le subversif me dit notre souverain et ses souvenirs à paillettes façon modern talking doit soudain se remémorer du pas de danse kitschissime en province avec ce tube-là. Certainement, mais notre souverain, je ne sais pas s'il est à l'écoute parce qu'il me dit, moi ça y est Caroline, j'ai pris la décision. J'arrête de vous écouter, sinon je suis foutue en parlant d'addiction. Donc il y en a qui parlent de cigarettes, moi j'ai plus de vie sociale. Donc yes we can. Bon, on va voir combien de temps il va tenir. Pour moi, en tout cas, ce sera la seule et unique fois où je vais espérer, souhaiter ardemment une rechute. Hein. Allez, on va accueillir tout de suite Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Donc moi, juste pour rebondir sur la discussion précédente, moi j'ai fumé pendant 20 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain. Et aujourd'hui, je suis très très contente d'avoir arrêté et sans aucun manque. Voilà, comme quoi on peut. Comme ça, du jour au lendemain, sans aide, sans support. Du jour au lendemain, je me suis dit, faut que j'arrête. Bon, c'est certainement dû au problème que je vais vous exposer, le côté phobie, peur. Et du jour au lendemain, oui, je me suis arrêtée et plus du tout envie de refumer à ce jour. Pourtant, je baigne dans un milieu en plus où les gens fument. C'est un peu la fête et voilà, comme quoi. Ouais, je suis toujours admirative, moi, quand ça peut se faire comme ça du jour au lendemain. Et j'ai pris 13 kilos, mais je les regrette pas. Ah oui, vous étiez heureuse de cette prise de poids? Non, pas forcément heureuse, mais en tout cas, elle ne me dérange pas. Oui. Je préfère avoir arrêté de fumer. Vous étiez mince, certainement. Très mince, oui. Voilà, vous étiez très mince. En même temps, c'est vrai. Mais bon, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je vais courir tous les dimanches et je vais à la piscine. Voilà. D'accord. Bon, bah c'est bien en plus. Vous avez arrêté de fumer, vous êtes mis au sport. Bon. Ouais, tout va bien. Mais écoutez, pourquoi vous m'appelez Caroline finalement? Non, si, parce qu'il y a quelques petits problèmes. Peut-être pas forcément visibles. Ah bon, d'accord. C'est surtout ça. Non, en fait, c'est des angoisses que j'ai développées. J'arrive à situer aux alentours alors, 2000, entre 2001 et 2003. Je ne saurais pas vraiment situer, mais c'est autour de cette période-là. Et des angoisses se sont développées et donc de mois en mois, d'année en année, parce qu'on est en 2011 maintenant. Et finalement, on s'en rend pas compte. Et c'est au jour le jour, on va dire, je sais pas comment exprimer, à chaque événement, enfin à chaque situation, vous vous rendez compte que finalement une situation vous crée une angoisse, ce qui est un peu pénible. Par exemple. Comment vous dire, alors que j'étais pas du tout comme ça avant. Hein. Oui. Me retrouver au milieu d'une autoroute, par exemple, ça va devenir un enfer. Vous me dites demain on va à Lille, je vais vous dire non. Mais juste parce que si vous êtes au volant ou même si vous êtes passagère. Alors déjà, je conduis pas sur l'autoroute. Enfin, je conduis, mais je prends ni les périphes et ni l'autoroute. D'accord. Mais j'ai un cas très compliqué. Mais en même temps, passager, d'accord, ouais, c'est juste pas possible. Non, ça dépend dans quelle région vous habitez. On peut prendre, ça peut être, on va plus lentement, mais ça peut être agréable. Oui. Vous êtes je suis sur Paris, donc oui, j'avais compris. Si vous me parlez du périph', c'est un peu embêtant, oui. c'est surtout pour les autres. Oui. C'est embêtant. C'est un peu. Je les stresse. Et au final, oui, vous faites le tour, quoi. Oui, vous prenez la circulaire, oui. Ouais, bon, alors, ça encore, ça va, parce que je me dis que bon. Moi, c'est pas très grave, j'ai une voiture pourtant. Et c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'un jour vous êtes dit, je peux plus prendre le périph' et. Ouais, je veux pas me retrouver bloquée sur l'autoroute, c'est juste pas possible. Voilà. Alors, faut pas me demander pourquoi, je ne sais pas. Non, mais bien sûr. Des choses comme ça. Hein. Bien sûr, oui. Alors l'ascenseur non plus, donc. C'est venu en même temps ou tout ça est venu un peu progressivement? Ça arrive au fur et à mesure. Alors, j'arrive même pas à le situer finalement. J'arrive pas à mettre une chronologie dans
dans les problèmes que je rencontre. C'est que je sais pas qui arrive avant, après, au final, maintenant. Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur, d'être coincé sur l'autoroute ou dans un ascenseur? Où était le danger le plus grand? Les deux. C'est vrai, non, j'ai vu des comportementalistes. Alors, on m'a demandé de faire effectivement l'échelle de peur, mais c'est les mêmes à leur façon. Oui, non, bien sûr, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais moi qui avais fait, je vais pas dire que j'ai fait le tour du monde, mais on va dire que j'ai fait quand même une grande partie, qui prenait quand même l'avion régulièrement, qui me posait pas du tout la question. Oui. Enfin, même si je suis un peu comme tout le monde, j'aime pas forcément être dans un avion, mais bon, ça me posait pas de problème. Aujourd'hui, ce sont des espaces clos, quoi, finalement, des endroits dont vous ne pouvez pas vous échapper. Hein. Enfin, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir contrôler, vous échapper. Oui, voilà. Ça ressemble à une forme de claustrophobie, hein, finalement. Complètement. Phobie des transports. Ouais, mais le train, c'est pareil. Le train, c'est pareil. Oui, tout ce qui est. Prendre, là, je me contiens. Ah non, mais j'ai des petits médicaments au cas où que je ne prends pas. Mais ça peut vous rassurer, Freud avait une très grande phobie du train. Donc à l'époque, il n'y avait pas l'avion, tout ça, mais il aurait pu, ça se trouve, être très grand phobique de l'avion et tout ça. Donc, vous voyez, même le grand Sigmund était phobique. Hein. Ouais. Je veux dire, pour autant, ça ne règle pas votre problème, Caroline. Mais... Non, parce que ça va même plus loin. C'est même de partir à l'étranger, de me retrouver dans une ville étrangère. Donc ça part de plus en plus loin. Et alors j'en suis consciente, je suis quelqu'un qui a vraiment alors pour le coup trop les pieds sur terre à mon avis. Enfin trop. On va dire que je les ai bien. C'est intéressant. Et même de me retrouver dans une ville étrangère. Vous allez me dire, vous vous retrouvez à Londres, à Barcelone, ça va, c'est des grandes villes. Je vais quand même chercher où est l'hôpital par rapport à mon hôtel, au cas où. Enfin, c'est-à-dire un peu hypocondriaque? Alors, complètement. Et ça aussi, c'est venu alors que je l'étais pas du tout. Pas du tout. J'ai mal à la tête, ça y est, je vais aller penser au pire. C'est en fait toujours penser à des mauvaises choses. Toujours au pire, en fait. Ce qui est... Oui, une anxiété, quelque chose qui pourrait tout d'un coup, tout ça du registre de la phobie, parce qu'on est dans ce registre-là, quelque chose qui pourrait surgir, s'abattre sur vous. Oui, mais j'arrive à tout prévoir. C'est quelque chose de fou. Forcément. Du coup, je prévois tout. Mais vous anticipez le danger. Ah ouais, mais c'est fatigant, hein. Vous prévoyez Oui, vous avez des conduites, comme souvent les personnes phobiques, d'évitement aussi. Ouais, tout à fait. Oui, parce que de toute façon, on n'a pas... Mais alors, qu'est-ce que vous me dites que vous avez consulté un psy comportementaliste? Elle était comportementaliste. Alors, je ne sais pas si elle était psy, enfin, je ne sais pas si on passe... forcément, enfin... Qui êtes-vous allé voir? Au niveau des noms, non. Ah non, surtout pas de nom. Non, vous ne me donnez pas de nom. Donc la première, le travail a duré 6 mois. Oui. Mais à force, au bout d'un moment, certaines séances, vous avez quand même 1 fois par semaine. Oui. À 2 fois par semaine d'ailleurs, pour la première fois. Et il est arrivé un moment où on n'avait plus rien à se dire, parce que le problème, c'est que en gros, la dernière séance, elle me dit, mais avec des filles, de toute façon, dans ces cas-là, il peut toujours arriver quelque chose. C'est franchement le truc à pas me dire. Enfin, parce que je vais toujours vous dire, oui, mais si. Quand les gens essayent de me rassurer, je fais, mais si, il peut y avoir ça quand même. Et oui, donc, puis enfin, c'est une drôle de réponse, voilà. Parce que, bon... Donc elle me dit oui, mais avec des filles, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle n'arrivait pas à répondre certainement à... Oui, parce que finalement, parce que si on colle trop aux symptômes, en l'occurrence, effectivement, si on ne décroche pas de ça, on tourne en rond. Certes, mais du parce coup... que vous ne savez pas la raison, vous dites bien, vous ne savez pas pourquoi ça s'est... Alors vous avez peut-être pourquoi ça s'est mis en place. Vous savez, j'allais dire, vous allez répondre.
On sait toujours, consciemment, inconsciemment, souvent inconsciemment, pourquoi on souffre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui émerge? Pourquoi ça s'est mis en place comme ça? Qu'est-ce qui, à un moment, vient apparaître? Mais pourquoi sous cette forme-là, après tout, hein? Parce que, vous savez, l'inconscient se manifeste sous des formes très curieuses, hein? Alors, pourquoi chez vous, il prend cette forme-là? Bon. Ah, ça, je sais, par contre. C'est plutôt pourquoi il est arrivé à ce moment-là que je ne sais pas. Pourquoi, donc, selon vous, il se manifeste sous cette forme-là? Le côté totalement hypocondriaque. Alors, franchement, je tiens vraiment à le préciser, avant l'an 2000, je ne l'étais pas du tout. Bon, alors pourquoi, parce selon que, vous pour ne citer ma mère, pendant mon enfance, tous les jours, elle avait un problème. Si elle n'avait pas une tumeur à la tête, une crise cardiaque et une rupture d'anévrisme, c'était le quotidien tous les jours. J'ai pas trop de souvenirs de mon enfance aussi, mais j'étais toujours trimballée dans les hôpitaux parce qu'elle avait toujours un problème. Toujours. Pour elle? Toujours. Pour elle. Oui, elle allait mourir tous les jours. Tous les jours, une nouvelle maladie apparaissait. D'accord. Et ça, par contre, je m'en rappelle très bien parce que forcément, j'étais présente et j'assistais, j'accompagnais à l'hôpital, ce qui n'est pas forcément très, très bien pour un enfant, non. la preuve aujourd'hui. Mais moi, à cette époque-là, je m'en souviens, j'en avais rien à faire et je disais, mais c'est ridicule, c'est stupide, je comprenais pas du tout ma mère et je trouvais ça, mais vraiment... je disais, mais il faut être raisonner, ce que je pourrais me dire à moi aujourd'hui, voyez-vous. Et voilà, ça a continué. Bon, jusqu'au jour après, j'ai grandi, j'ai quitté le cocon, un peu tard, vous allez me dire quand même, à 27 ans, tard, 27 ans quand même. Oui. Mais voilà, toujours très proche de ma mère, toujours avec ses problèmes. Et tout vous ça. Pensez que ça a joué dans le fait que vous soyez partie un peu tard, comme vous dites? Mais malheureusement, je suis partie tard, pas parce que je voulais partir tard, parce qu'elle voulait pas me laisser partir. Pour quelle raison? Je pense que ma mère m'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment sa fille. On est 3 filles, mais une de ses filles préférées, je le sais. Oui, mais il y a des parents qui aiment beaucoup leurs enfants, mais qui pour autant les laissent partir. Vous êtes son petit. Moi, elle voulait pas être seule. Elle voulait pas être seule. Comme mon père est parti, son bâton. L'image que j'ai d'ailleurs. Toujours près d'elle, à m'occuper d'elle. Vous êtes la dernière? Eh ben non, même pas. Celle du milieu. Celle du milieu. Et les 2 autres, par contre, non. Elle, pas de souci. Et c'était plus moi qui étais avec ma mère à gérer ses problèmes, à écouter les problèmes, voilà. C'était vous qu'elle amenait avec elle à l'hôpital? Oui, c'était pas vos sœurs. Non, jamais. Mais d'ailleurs aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de ma mère. Ma mère s'occupe très bien d'elle, hein. Mais je vois maman tous les dimanches. Elle m'appelle tout le temps. Donc j'ai mis Lola par contre il y a 2 ans parce que elle part toujours de maladie. Et, je lui dis il faut que tu arrêtes vraiment là parce que moi je peux plus. Oui. Donc je me suis dit ça vient de là. En tout cas pour les maladies. Je me suis dit ça doit venir de là. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi ça m'a atteint dans ces années-là, donc 2001-2003, pourquoi ça prend telle proportion aujourd'hui, pas pouvoir me raisonner alors que, vous voyez, Parce que l'angoisse, c'est pas quelque chose que l'on peut... on ne raisonne pas l'angoisse. Oui, c'est ça le problème. Il y a quelque chose de... On n'est pas dans le rationnel. Donc, il y a quelque chose de souterrain qui agit. Vous pouviez tenter de raisonner votre mère, mais dans ce que vous dites, c'est que vous avez grandi auprès d'une mère qui était, c'est même plus de l'anxiété, c'était dans l'angoisse, c'était dans une mère hypocondriaque, peut-être même plus. Mais toujours, aujourd'hui, je vous dis, en tout cas, qui ne mentalisait pas les choses, mais qui les exprimait à travers son corps. Forcément, ça laisse des traces chez un enfant. Semble-t-il, vous pouvez mettre des mots,
ce que ne pouvait pas faire votre mère. Donc il y a déjà une grande différence avec votre mère, puisque vous dites, oui, moi je sais que vous dites de vous que vous avez des tendances hypocondriaques. Hein. Donc ce que ne dit pas votre mère. Votre mère, elle dit qu'elle était malade, c'est-à-dire elle était persuadée d'avoir une tumeur à la tête, d'avoir une rupture d'anévrisme, d'avoir un problème cardiaque. C'est-à-dire le véritable hypocondriaque, il est souvent convaincu qu'il a quelque chose qui peut être très grave. Donc il y a une très grande différence, c'est que vous pouvez vous mentaliser, vous verbaliser. Mais vous avez grandi dans un contexte quand même très particulier et vous étiez le point d'appui de votre mère, celle sur qui elle s'appuyait au point de ne pas vous lâcher et au fond même aujourd'hui elle a du mal à vous lâcher. Oui. C'est étouffant. Malgré tout l'amour que je lui porte, oui, parce que c'est pas. Je comprends que vous ayez, voyez, je comprends que vous ayez par moments le sentiment d'étouffer et de. Quelque chose d'assez oppressant. Ouais, c'est ça. Mais en plus, moi, j'ai plus l'impression, parce que forcément, papa n'était pas là non plus. Mais j'ai plus l'impression d'avoir élevé. Enfin, c'est pas méchant dans le sens dans lequel je vais le dire, hein, parce que ma mère est quelqu'un de tout à fait bien posé. Mais ça ne veut rien dire, bien sûr. Non, mais j'avais plus l'impression de m'occuper d'elle qu'elle s'occupait de moi. Mais c'est pas c'est pas méchant. Mais c'est pas, c'est pas méchant. Enfant, vous et tout ce qu'il fallait. Hein. Oui, mais vous ressentez. Oui. J'ai plus l'impression, même aujourd'hui, pour moi, c'est plus une enfant que ma mère. Enfin, vous voyez, par certains comportements. Enfin, j'ai plus l'impression, moi, d'être calmer ma mère, lui dire bon, allez, par certains comportements qu'elle peut avoir, c'est plus moi la mère entre guillemets, quoi. C'est bizarre. Mais cela arrive. C'est-à-dire, c'est comme vous dites, vous n'avez pas, il y a rien de méchant dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez, vous essayez, vous analysez ce qui se passe dans la relation à votre mère et vous la preniez en charge. Or, normalement, c'est aux parents de prendre en charge leur enfant. Alors vous dites dans le même temps, elle vous nourrissait. Bon, certes. Non, mais parents... c'est oui. Non, mais oui, les parents, tant mieux, oui, ils nourrissent leurs enfants, mais élever un enfant, ça consiste aussi en autre chose que de le nourrir. Or, votre mère, il y avait trop de difficultés, certainement psychologiques, qui faisaient qu'elle ne pouvait pas se prendre en charge d'une certaine façon, et que c'était vous qui deviez la rassurer, la porter, la soutenir. Donc, les rapports étaient inversés. Mais ça a des conséquences. Parce que d'une certaine façon, ça donne une maturité sur certains plans, parce que vous êtes habitué à prendre en charge, et en même temps, des fragilités sur d'autres plans, parce que il vous a manqué quand même cette base. Complètement. Mais ça peut se travailler et c'est pour ça que si en thérapie et notamment dans une thérapie comportementale, là on reste uniquement au niveau du symptôme qui est la phobie des transports, la phobie, vous allez vite tourner en rond parce qu'il faut aller un peu au-delà du symptôme et parler plus largement de vous, de votre histoire personnelle, de votre histoire familiale, de la relation à votre mère, enfin. Oui, parce que moi je pensais plus m'orienter, mais c'est ce que je voulais à la base d'ailleurs, plus vers un psychiatre, parce que de toute manière en plus
je ferais plus confiance à un psychiatre. Alors, Ne me si demandez vous pas voulez, pourquoi, mais j'aurais plus confiance. alors si vous voulez Il a fait des études de médecine. Oui, mais un psychiatre peut très bien, déjà en plus, vous donner. Vous pouvez avoir il peut y avoir un traitement qui peut être donné un peu de léger. Enfin, vous pourrez voir avec lui, d'anxiolytique. Vous verrez avec lui s'il juge nécessaire ou pas, parce qu'il ne s'agit pas non plus de psychiatriser à outrance. Ça sera à voir. Mais à ce moment-là, vous pouvez faire une thérapie avec un psychiatre qui fait des thérapies analytiques. Des thérapies, d'accord. Pourquoi pas. Ben oui, parce que si vous voulez, ce qui est important, c'est pas quand vous dites un psychiatre. Le but c'est pas que vous ayez une ordonnance. Le but, c'est que vous puissiez parler de vous. Pas, donc, vous pouvez très bien voir un psychiatre, mais ressortir uniquement avec une ordonnance, parce que il va pas forcément faire des thérapies. Donc, il faut quand même que vous renseigniez quelqu'un qui ne fait pas seulement de la consultation. Avec ordonnance, mais qui propose aussi des psychothérapies. C'est important que vous vous renseigniez. Oui, bien sûr, parce que moi, et après, mis à part ma mère, je me dis qu'aussi, avec l'absence de mon père, et je me dis que peut-être que toutes les peurs que j'ai, c'est parce que comme je n'ai pas de référent, finalement, ce que j'appelle référent, c'est que pour moi, si je fais un schéma, c'est que je n'ai rien au-dessus de moi. Vous voyez ? Tandis que mon père, qui a envie aujourd'hui, mais qui s'en fout complètement de ses enfants, si vous voulez, je n'ai rien au-dessus de moi. Donc je me dis, c'est parce que j'ai des peurs. Ces peurs viennent de là, parce que comme je suis pas rassurée, peut-être finalement je suis quelqu'un d'inquiet, pour ces problèmes-là, parce qu'à côté de ça, vous me verrez, je suis plutôt quelqu'un de fort. Mais je n'en doute pas. Avec un très fort caractère. Et je me dis que peut-être par le manque aussi du père, du coup, ça fait beaucoup. J'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai de la chance, j'ai jamais fait de bêtises. Mais voilà, je n'ai rien au-dessus de moi. Comme les gens peuvent aller voir leurs parents. Et comment voulez-vous ne pas avoir peur ? Et ne pas avoir peur au fond, par moment, vous me dites tout d'un coup l'autoroute, être lancé comme ça dans l'inconnu, enfin tout ce qui vous paraît être dans un pays comme ça, nouveau pays, nouvelle langue étrangère, tout être lancé. Oui, évidemment que vous avez peur. Vous avez peur comme l'enfant qui n'a pas cette protection que lui offrent en principe des parents. Bah oui, et après pour aller plus loin. Oui, mais ça vous irez plus loin dans le cadre d'une thérapie. Ouais, voilà. Caroline, mais en fait, c'est vraiment une thérapie. Donc, oui. Qu'il faut faire. Oui. Ah oui, voilà, vraiment. c'est que c'est arrivé comme ça. Oui, mais ça arrive souvent du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, comment ça démarre. Alors après, en travaillant sur vous, vous découvrirez peut-être pourquoi, à quel moment. Parfois, ça a un sens. D'accord. Il y a Lali qui dit: j'ai la phobie des transports en commun et du coup, ça me revient très cher en taxi. Mais allez en parler, vraiment. Merci en tout cas de votre appel et de votre confiance. Au revoir Caroline. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1.